Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau d'On se dit tout sur Médien TV. 1 heure à passer ensemble, 2 thématiques. Le sommaire tout de suite. Alors on parle beaucoup de développement de soi, de confiance en soi. Ce soi semble malmené, blessé. Et pour le soigner, il faut travailler sur son estime. L'estime de soi, notre premier sujet du jour. Ensuite, on enchaînera sur l'interview santé. Le syndrome du côlon irritable, on en parlera avec Dr Mounia Alaoui, gastro-entérologue à Marrakech. On se retrouve tout de suite. L'estime de soi, pilier du développement personnel, notre thématique d'aujourd'hui avec nos experts. Eh bien, Malek Benis, merci beaucoup d'être là. Vous êtes coach certifié. Et monsieur Abdelillah Jarmouni, vous êtes psychothérapeute et psychologue. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. On va parler donc de l'estime de soi. Pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est la même chose que la confiance en soi, monsieur Jarmouni? La confiance en soi, c'est plus une capacité de « j'ai confiance pour faire quelque chose ». L'estime de soi, je dirais que j'ai une bonne image de moi-même. Voilà, si on peut vraiment être très synthétique. Mais comment nous, on peut faire la différence entre ça? Par exemple, vous êtes des spécialistes coach, psychologue, vous faites facilement le distinguo entre les deux. Mais pour nous, c'est un peu plus compliqué. Moi, je me pose la question de la nécessité de faire le distinguo entre les deux. Parce que les deux, au final, aboutissent à un comportement que vous avez ou pas dans certaines situations. D'accord. Si vous avez de l'estime de vous-même, une bonne estime de vous-même, vous allez avoir plus facilement la confiance en vous-même pour agir dans certaines situations. Et inversement, peut-être? Inversement, plus ou moins, sauf que l'estime de soi, c'est, si vous voulez, c'est, selon moi, hein, je pense que d'autres répondraient quelque chose d'un peu différent, mais c'est la structure. J'ai une bonne image de moi-même. Ok. Alors Malek Benis, justement, vous êtes coach, on vient vous voir pour des problèmes et j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop en fait. Quand on vient voir un spécialiste, on dit je manque de confiance en moi, je manque d'estime de moi, voilà, c'est qu'on mélange un petit peu les expressions. Complètement. Alors au départ, c'est vrai qu'ils viennent me voir avec la problématique je manque de confiance en moi. Or la confiance en moi, en fait, elle va s'appliquer à une performance, à une situation particulière. Vous pouvez avoir une bonne estime de vous-même, mais douter de vous, par exemple, à un moment donné. Par exemple, vous pouvez avoir une très bonne image de vous, mais avoir une difficulté à prendre, par exemple, la parole en public. L'estime de soi, c'est exactement ce que vous disiez, c'est la structure, c'est l'image qu'on a de soi-même. L'estime de soi, en fait, est inestimable. On ne peut pas quantifier l'estime de soi. La confiance en soi, elle est liée à une performance. L'estime de soi ne peut pas se quantifier, par exemple, au prix du sac à main que vous portez, au degré d'études que vous avez atteint, à la marque de voiture. En fait, l'estime de soi, c'est ne pas se donner de valeur parce que notre valeur est inestimable. Et si on peut la mesurer, on va dire qu'elle va être mesurée à travers la liberté qu'on va se donner. Quand j'ai une bonne estime de moi, je m'autorise à dire ce que je pense, je m'autorise à faire ce que je veux, je m'autorise à m'engager dans la voie que je veux, je m'autorise à persévérer, je m'autorise aussi à laisser tomber si j'en ai envie, je m'autorise aussi à accepter mes défauts tout en me réjouissant de mes qualités, j'accepte aussi de ne pas être aimée tout en étant digne d'amour et j'accepte aussi également mes défauts, tout simplement. Alors vous dites que c'est pas quantifiable, mais en même temps, est-ce qu'on est avec un capital estime de soi? Parce que souvent, tout est lié à l'enfance, à l'éducation et tout ça. Et donc, certains diront on perd ce capital, d'autres diront on le construit. Mais est-ce qu'on est avec un capital estime de soi? Alors, l'estime de soi ne se décrète pas, elle se construit, clairement. Elle se construit à l'enfance et elle détermine énormément l'adulte qu'on va devenir. Donc voilà, donc on ne naît pas avec un capital, on le construit. On le construit. Alors, petite nuance quand même, oui. On ne naît pas avec le capital estime de soi, par contre on va naître avec un capital génétique qui va nous prédisposer au bonheur ou pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face au bonheur. Il y a 40% de gènes, de parties génétiques qui vont nous aider ou pas à être optimistes et 10% qui vont être dépendants des événements extérieurs et 30% par contre qui vont dépendre du travail qu'on va faire sur nous-mêmes. Donc une personne qui a 40% bien prédisposée peut être moins heureuse qu'une autre si les 30% ne sont pas exploités. Voilà. Monsieur Jarmouni, vous êtes d'accord avec l'explication de Malek ? Oui, surtout
avec peut-être une petite nuance sur la partie génétique. C'est pas moi qui le dis, c'est les recherches en C'est psychologie positive, je ne l'ai pas inventé. Oui, je dirais que c'est quelque chose qui se construit. Pour moi, c'est quelque chose qui se construit et qui se construit, comme vous l'avez très bien dit, pendant l'enfance. Je vais sauter l'enfance. Nous connaissons tous des personnes qui ont 40 ans, qui n'ont pas des compétences extraordinaires. Et quand elles rentrent dans une salle ou quand elles prennent la parole, vous sentez une assurance, On parle d'aura carrément. Alors que cette personne, aux yeux de beaucoup de gens, n'est pas si compétente et ne devrait pas avoir une telle estime d'elle-même. À l'inverse, vous avez des gens qui ont un potentiel de grosse qualité que personne ne connaît parce que leur estime d'elle-même est basse. Ce qui se dit généralement, c'est que la première pierre de l'estime de soi, c'est l'amour inconditionnel des parents. Et là, je dis bien inconditionnel. On explique ce que c'est? Alors, l'amour inconditionnel, j'ai un fils qui a 10 ans, il vient avec une note de 8 sur 20 ou une note de 18 sur 20, ça reste mon fils, je l'aime. Et je ne mets pas ça en question. Les parents le remettent sincèrement en question quand... L'une des meilleures, des pires choses, j'allais dire, qui peuvent se produire dans un moment comme ça, c'est de dire « Ah, prochaine fois que tu as 8 sur 20, maman va plus t'aimer ». Ça arrive, ça se dit, ça se pratique. Quand la personne que vous êtes est assujettie au niveau de vos résultats, vous rentrez dans quel système? Dans un système où vous valez ce que vous faites. La personne que vous êtes n'a pas d'importance. Et si vous êtes dans un milieu familial qui est très fort pour vous dévaloriser et qui oublie de vous valoriser quand il le faut... Mais on est déjà dans ce système. Par exemple, quand on rencontre une personne, on demande, la question qui se pose, c'est « vous faites quoi ?» On ne dit pas qui vous êtes, qui êtes-vous. Oui. On situe la personne selon en fait sa fonction, sa pratique. Et si je rebondis sur ce que vous dites, lorsque vous rencontrez une personne et vous dites « vous faites quoi ?» c'est parce que quelque chose en vous vous dit que vous avez besoin de vous positionner par rapport à cette personne. Vous avez besoin de savoir si vous êtes au-dessus ou au-dessous. Complètement. À quel niveau? Au-dessus, au-dessous, à quel niveau? Au-dessus, je suis... Bien sûr, on ne parle pas de moi, on parle de tout le monde. Mais moi, je représente un petit peu... Je suis un chirurgien, je rencontre quelqu'un, il me dit « je suis infirmier », je suis au-dessus de lui. D'accord. Voilà, ça me rassure. Si je peux rebondir là-dessus, une faible estime de soi va forcément intégrer un rapport de force. Une personne qui a une faible estime d'elle-même va s'observer en permanence, va être sous tension en permanence, elle va commenter et critiquer ses moindres faits et gestes, on appelle ça l'éotoscopie. Vraiment, on va s'observer agir en permanence, en pensant que cette critique va nous aider à augmenter la performance, va nous aider à corriger le comportement, alors que pas du tout, c'est juste un stress supplémentaire qu'on ajoute. Et en réalité, une bonne estime de soi, ce n'est pas une lutte avec son environnement, ce n'est pas une lutte avec sa propre image. C'est vraiment un rapport très apaisé. C'est par exemple, on parlait des enfants. Pour les enfants, en fait, il faut simplement les habituer à accepter l'échec. L'échec, c'est un très 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 bon exercice pour observer la stabilité de l'estime de soi, parce qu'une mauvaise estime de soi va faire que face à l'échec, notre image de nous-mêmes, notre perception de nous-mêmes va se lézarder. Une personne qui a une bonne estime d'elle-même va apprendre de cet échec. C'est une expérience. Ça ne résume pas l'entièreté de sa personnalité. Absolument. Alors justement, comment faire la différence pour les téléspectateurs entre estime de soi, bonne estime de soi et narcissisme? Alors, la bonne estime de soi, c'est s'autoriser à être libre. Le narcissisme, c'est carrément une pathologie, c'est une hypertrophie de l'estime de soi. C'est des personnes qui vont se considérer carrément au-dessus des autres, extraordinaires, et qui vont choisir leur entourage de manière très stratégique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un entourage qu'ils perçoivent comme étant également extraordinaire, mais l'entourage ne doit pas être plus extraordinaire qu'eux, il doit leur servir de faire valoir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'une espèce de cours pour les mettre en avant. Et c'est des personnalités qu'on va trouver aussi sur des plateaux télé, beaucoup, parce qu'elles ont besoin de lumière. On va les trouver dans le cinéma, on va les trouver aussi dans les causes humanitaires, dans la défense de l'environnement, par exemple. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de stigmatiser
C'est pas parce qu'on est sous la lumière qu'on a ce côté Bien sûr que non, je dis juste que absolument pas. D'ailleurs, nous ne le sommes pas et nous sommes sur un plateau télé, absolument pas. C'est juste des personnes qui vont avoir besoin de se mettre en avant. C'est maladif. Mais par exemple, quand on entend des gens dire il a très confiance en lui, il est narcissique, il aime s'entendre, s'écouter, parler. Est-ce qu'on stigmatise pas, là encore, l'estime de soi? Une personne qui est bien dans sa peau, qui peut parler, qui peut s'exprimer sans barrière, eh bien, est aussi un petit peu parfois mal perçue. Alors, il y a un abus de langage. Clairement, une personne qui, effectivement, jouit de ses qualités n'est absolument pas une personne qui est narcissique. Une personne qui est narcissique, c'est une personne qui manque d'empathie, qui va écraser les autres. C'est une personne qui va croire qu'elle a plus de droits que les autres, que son temps est plus précieux, donc il faut qu'on la serve plus rapidement au restaurant, qu'elle peut conduire plus vite parce qu'elle conduit mieux, qu'elle peut parler plus longtemps parce que ce qu'elle dit est plus intéressant. Ça n'a rien à voir avec une personne qui se sent bien dans sa peau, dans ses baskets et qui partage avec les autres, toujours toujours en respectant son environnement, dans l'empathie. Ce qui n'a rien à voir avec une personne narcissique. De toute façon, les personnes narcissiques, c'est des gens qu'on ne rencontre pas en thérapie parce qu'elles se pensent au-dessus du rapport thérapeutique et elles vont plus apparaître, on va plus les croiser si elles passent par un épisode dépressif. D'accord. Mais en même temps, ce qu'il faut dire pour ne pas les diaboliser, c'est que c'est des personnes qui sont extrêmement fragiles et que le narcissisme n'est qu'une carapace, en fait. C'est un bouclier. Alors, pour essayer de comprendre encore plus cette fragilité de l'estime de soi, pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, comment savoir que les problèmes par lesquels je passe sont dus, en fait, à un manque d'estime de moi-même, Monsieur Jalmoni? C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent vous voir, ils ne viennent pas vous voir directement en vous disant Monsieur Jalmoni, je viens vous voir parce que j'ai un problème d'estime de moi. Ils viennent vous voir pour autre chose. Et vous, quand vous creusez, vous découvrez que c'est en partie à cause de ça ou c'est 100% dû à ça. Mais qu'est-ce qui ressort globalement comme problématique? Dès que vous creusez un peu, vous obtenez des comparaisons. Le gros problème dans l'estime de soi, c'est qu'elle se fait toujours en fonction de quelqu'un d'autre ou d'un groupe de personnes. L'éducation que nous avons reçue, pas seulement au Maroc, elle a par ses aspects socio-culturels, elle nous pousse à être performants, à être les meilleurs. Si nous sommes toujours en train de nous comparer à d'autres, sur toutes sortes de domaines, c'est le premier signe d'un manque d'estime de soi. Parce que si mon estime de moi-même est juste ce qu'elle doit être sans être hypertrophiée ou être trop basse, je vais rencontrer des gens avec curiosité, je vais interagir avec eux avec curiosité, je vais donner ce que j'ai à donner, recevoir. C'est de l'enrichissement mutuel. Je ne vais pas, lors d'une discussion ou d'un entretien avec un ami ou avec une personne une rencontre X ou Y, je ne vais pas forcément commencer à me comparer. Je vais prendre un exemple qui ne va pas vous plaire, mesdames, peut-être, mais je le prends quand même. C'est que ce qui se dit, c'est qu'en général, une femme, quand elle en croise une autre, la première chose, c'est qu'elle voit comment elle est habillée, elle la scanne. J'ai rien dit, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, ça se dit. Ça se dit. Pourquoi ce besoin? Est-elle mieux habillée que moi? Est-elle plus belle que moi? Ça, c'est, on va dire, l'attitude féminine. Parlez-nous de l'attitude masculine. L'attitude masculine, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a comme voiture? Son costume, il est signé ou il l'a acheté au puce? Il est directeur ou sous-directeur? Quelle est son ancienneté par rapport à moi? Quelle est sa relation avec tel big boss par rapport à moi? Et donc, quand vous creusez, en fait, vous arrivez à ce problème d'estime de soi. Le problème d'estime de soi est un problème qui est un frein pour évoluer. Quand l'estime de soi est vraiment basse, c'est un frein c'est quelque chose, quand votre estime de soi est basse, vous vous dites ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas, ça il vaut mieux que j'y aille pas. Mais est-ce qu'il y a cette prise de conscience qui est un problème quelque part ou c'est une forme de protection? Quand je dis ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas, c'est en fait une carapace. Et je me protège mais sans savoir pourquoi. Alors l'estime de soi, il y a 20 ans, vous n'auriez pas entendu cette expression. Voilà, c'est très moderne. C'est quelque chose qui nous vient de loin, des États-Unis, puis de la France, comme toujours. L'estime de soi, c'est des choses qu'on trouve aujourd'hui dans des livres de développement personnel à 30 dirhams.
Et tout le monde croit que le fait d'avoir lu, tout le monde trouve chez soi ce problème d'estime de soi. Moi j'ai envie de dire, savoir si on a une estime de soi basse ou pas, la meilleure des questions à se poser, c'est est-ce que je suis bien avec les gens? Est-ce que je suis dans une compétition malsaine avec les gens ou est-ce que je suis simplement dans un contact fructueux pour eux et pour moi, pour progresser, pour apprendre, pour aider? Globalement, c'est ce que je peux vous répondre. C'est une très bonne piste, absolument. Malek Beni, justement, quand on vient vous voir et pour travailler sur l'estime de soi, on vient vous voir pour quelle problématique avant tout? Est-ce qu'on nomme directement le défaut ou le problème? Non, absolument pas. Et des fois, ça les effraie même d'entendre que c'est un problème d'estime de soi, parce que l'estime de soi, c'est tellement vaste. Ça a des blessures très, très profondes, alors qu'eux, ils viennent pour une problématique, par exemple, des difficultés relationnelles au travail, des difficultés amoureuses, difficultés à gérer ses enfants. Et quand vous leur expliquez que c'est une difficulté d'estime de soi, d'image par rapport à soi-même, ça leur paraît tellement énorme que des fois, c'est vrai que ça peut les angoisser. C'est quelque chose qu'on a tendance à se cacher à soi-même. C'est des schémas répétitifs dans la vie d'une personne? Complètement. Par exemple? Alors l'estime de soi, en fait, elle va prendre racine par rapport à l'éducation qu'on a eue quand on était enfant. Effectivement, l'amour inconditionnel aide énormément, mais si vous avez eu des parents qui vous ont éduqué d'une manière trop rigide, c'est-à-dire ça ne se fait pas de dire ça, ça ne se fait pas de déranger, c'est impensable de dire une chose pareille, vous allez commencer à vous soumettre à la règle sans écouter vos propres besoins. Si vous avez une éducation au contraire trop permissive, avec des parents qui ont trop anticipé sur vos besoins, vous allez prendre l'habitude à ce qu'on ne vous refuse rien. Donc, à l'âge adulte, quand on va vous refuser quelque chose, vous allez l'associer à un manque d'amour, à un rejet. Donc, énorme coût pour l'estime de soi. Si vous avez eu une éducation trop altruiste, toujours faire passer les autres avant soi, pareil, on ne s'écoute plus. Si vous avez eu, au contraire, une éducation trop élitiste, l'erreur ne peut pas exister. L'adulte, plus tard, va porter un masque. Et avec cette crainte très forte d'être démasqué, parce qu'il va faire preuve de beaucoup de performance, avec cette souffrance intérieure de jouer un rôle, avec le symptôme, si vous voulez, le syndrome de l'imposteur. Je joue un rôle, ce n'est pas moi. Ok, mais par exemple, est-ce qu'on peut rentrer dans les détails? Si c'est possible, bien sûr, en préservant toute l'intimité des personnes qui viennent vous voir, mais quand je parle de schéma répétitif, c'est-à-dire une personne qui a des problèmes amoureux répétitifs, par exemple. Alors, je pense à un cas qui a... Alors, moi, je fonctionne beaucoup avec les schémas les thérapies des schémas, en fait. Une personne qui a très peur de l'abandon, c'est une personne qui a dû être mal aimée par ses parents en étant enfant, ou c'est une personne qui a dû se séparer de l'un de ses parents. Et donc, elle va vivre avec cette conviction qu'un jour ou l'autre, on va finir par l'abandonner, même à l'âge adulte. Donc, je pense à un cas où cette personne-là, avec une éducation un peu rigide, où on lui a expliqué que la femme devait être discrète, effacée, a mis beaucoup de temps à se mettre en avant, à prendre la parole, à aller vers des hommes, par exemple, et qui a toujours eu peur de l'abandon. Donc même quand elle s'engage dans une relation, elle va faire en sorte de la saboter pour éviter de se faire abandonner et pour mieux gérer elle-même l'abandon. Donc en termes d'estime de soi, voilà, Mais le problème d'estime de soi n'apparaît pas dès le départ. Absolument pas. En fait, l'estime de soi, tout ce que je vous dis là, les comportements, c'est des émanations, si vous voulez, du manque d'estime de soi. Mais elle est extrêmement enfouie. Ça met beaucoup de pression sur les parents, tout ce qu'on dit. Et cette émission, c'est vrai qu'on l'a fait pour construire, pour structurer, mais il ne faut pas non plus, on n'est pas là pour chercher des coupables. Mais le problème, c'est qu'on se dit, on revient forcément à l'éducation, forcément à la structuration, forcément à nos rapports avec nos parents. Comment on peut expliquer ça chez des gens qui ont quand même des failles, parce que les téléspectateurs peut-être ne sont pas tous égaux face à la réception de l'information. Chez certains, ça peut remuer des choses difficiles. Comment on peut expliquer tout ça, mais de façon de telle sorte à tamiser ces mauvais sentiments, ces mauvais souvenirs? Déjà, l'estime de soi, c'est accepter ses défauts. Donc, c'est pas très grave que les parents aient des défauts, ça fait partie de la vie, en fait. Donc, qu'ils se rassurent par rapport à ça, aucun parent n'est parfait. C'est juste l'intention qui compte. Après, moi, si j'ai un conseil technique à leur apporter, c'est ne pas faire peur à l'enfant. C'est-à-dire, une personne qui a une bonne estime d'elle-même, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, n'a pas peur de passer à l'action.
parce qu'elle n'a pas peur d'échouer. Mais justement, cette structuration, on va en parler dans un petit moment. Je donne juste la parole à Monsieur Jalmoni par rapport aux téléspectateurs. Comme on dit, comme on disait il y a quelques instants, nous ne sommes pas tous égaux face au flux d'informations qui peut émaner d'une télémission. Et quand on entend l'éducation, mes rapports avec mes parents, mon enfance fait de moi ce que je suis aujourd'hui, il faut faire très attention à ce que le message ne soit pas dérouté et considéré comme rechercher un coupable. La première des choses, comme vous dites, il n'y a pas de coupable. Il y a des parents qui ont des capacités plus ou moins innées. J'ai la plus grande conviction qu'il y a au fin fond de nos campagnes des femmes analphabètes qui sont des mères excellentes pour développer l'estime de soi de leur enfant. Ce n'est pas tellement une question de savoir plutôt qu'une question d'être. Soyez naturel avec votre enfant, aimez-le, acceptez ses erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs. N'en faites pas des drames de ces erreurs-là, valorisez ses réussites, n'en faites pas non plus trop sur ce plan-là, ne survalorisez pas ses réussites et créez, maintenez un contact sur les sujets de divergence qu'il peut y avoir. Mais est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, même si les parents font de leur mieux pour bien structurer cet enfant et construire son estime de soi, est-ce qu'il peut y avoir des erreurs de parcours, c'est-à-dire que ne pas tout mettre sur le dos de l'enfant? Non, non, les parents ne sont pas responsables de tout. Les parents construisent, on va dire, un mot que j'aime pas beaucoup, mais le logiciel de base. Le socle. Un logiciel peut être modifié. Nous pouvons modifier des choses. Et là, je voudrais parler de quelque chose de socioculturel chez nous au Maroc. Il y a dans nos familles, tous milieux confondus, une espèce de tabou à questionner l'éducation de nos parents, à remettre en cause certaines de leurs attitudes, à remettre en cause l'impact négatif qu'ils ont pu avoir sur nous. Et moi, je dis que ce n'est pas manquer de respect à mes parents que de penser qu'ils ont eu tort de se comporter sur telle chose avec moi, de telle façon. Parce qu'en faisant ça, ils ont créé chez moi une timidité excessive ou un doute excessif. C'est pas constater des choses comme ça, à partir du moment où je sais que mes parents sont des êtres humains, ce n'est pas... Mais est-ce que c'est donné à tout le monde d'avoir ces mécanismes psychologiques qui interrogent sans incriminer, ou encore ces mécanismes psychologiques qui vont permettre de s'interroger ou d'interroger l'autre? Parce que si j'étais structurée en tant qu'enfant idéal, en tant que faire-valoir de mes parents, l'enfant qui ne dit pas non, qui est là pour servir une forme d'ego, est-ce que finalement j'ai les capacités psychologiques d'avoir ce... Tout le monde ne les a pas d'emblée. Ils y arrivent quand ils rentrent dans un mur. Quand il y a un gros problème, dépression, à ce moment-là, ils se disent qu'est-ce qui m'arrive, ils achètent un bouquin ou deux peut-être, ils posent des questions à des collègues et ils finissent par voir un coach ou un psychologue. Mais tout le monde n'a pas ça comme automatisme de se poser des questions. Mais tout le monde peut se poser la question. Je peux, sans que ce soit un automatisme chez moi, à un moment chez moi, au confort, me poser, réfléchir. Qu'est-ce que c'était mon enfance ? Pas pour forcément juger ou culpabiliser ou vouloir se changer. On ne se change pas, on évolue. On ne devient pas quelqu'un d'autre. L'évolution, on peut évoluer beaucoup, mais la racine de ce que nous sommes, elle restera la même. Je peux, à partir d'une estime qui est basse, devenir quelqu'un qui a une estime importante de lui-même, mais ma personnalité ne changera pas. Je dis ça pourquoi? Parce que certaines personnes ont peur qu'en changeant, elles tournent le dos à leur milieu d'origine, à leur caractère principal, à ce qu'elles sont vraiment. On peut rester soi-même tout en changeant, ce qui pose problème dans notre vie. Alors pour encourager les téléspectateurs à cette introspection, pour ouvrir encore plus les yeux aux téléspectateurs sur ce sujet d'estime de soi, comment une personne qui souffre d'une basse estime d'elle-même, comment ça se répercute sur son quotidien, son fonctionnement au quotidien, avec sa famille, avec son travail? Malek. Alors,
ce qui va se passer, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir une très très forte comparaison en permanence avec les autres. Et c'est jamais une comparaison qui est à leur avantage. C'est toujours une comparaison qui va encore plus éroder l'estime d'eux-mêmes. Une personne qui a une faible estime d'elle-même va souffrir d'une humeur qui est souvent morose. Et du coup, ça peut atteindre justement son rapport avec les autres. Ce qui va se passer, c'est que les gens qui nous regardent peuvent peut-être se reconnaître là-dedans, c'est qu'elles vont développer une espèce d'hyper-empathie, elles vont commencer à lire dans les pensées de leur entourage ou de leur interlocuteur, à imaginer ce que l'interlocuteur pense de la personne en question et à tirer des conclusions à la place de l'interlocuteur qui ne sont bien évidemment jamais flatteuses. Donc c'est une hyper-empathie qui n'est pas fondée en fait, c'est pas une empathie positive. Complètement, c'est vraiment dans l'emprisonnement de l'esprit, dans la peur. C'est la peur qui dicte cette attitude. Et ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là, elles ont tellement peur de la critique qu'elles vont s'effacer petit à petit. Moins je ne soulève de vagues, moi je me fais remarquer, moi je me fais critiquer. Alors c'est très confortable à un certain moment, jusqu'au jour où ils vont se rendre compte que des personnes qui ont les mêmes défauts, les mêmes imperfections, eh bien elles ont continué à tracer leur chemin, elles ont continué à jouir de l'existence, alors que ces personnes-là sont restées dans l'immobilisme, dans l'inaction. Et là je peux vous assurer que la douleur est assez conséquente. Alors c'est rattrapable? Je voudrais rebondir sur deux rapidement, mots, si vous permettez. Oui. Empathie et amoureuse, relation amoureuse. Ce qui se passe quand on est amoureux, c'est un bon volet, on va laisser juste après la pause pour ne pas laisser les téléspectateurs sur leur faim parce que je ne veux pas vous arrêter en début d'explication. C'est un sujet qui est très très important, on lui donne son champ nécessaire, mais juste après la pause et on parlera aussi du syndrome du côlon irritable avec Dr Mounia Alaoui. À tout de suite sur Média TV. Et on reprend cette discussion donc sur l'estime de soi avec Malek Benis, coach certifié, et Monsieur Abdelilah Jarmouni, psychologue, psychothérapeute à Casablanca. Merci beaucoup. On continue donc d'en parler. L'estime de soi, c'est toujours rattrapable, même à l'âge adulte. On va donner les clés, les pistes aux téléspectateurs. Mais avant, on revient sur la relation amoureuse. Je voulais rebondir sur le lien entre empathie et relation amoureuse. Dans le cadre d'une relation amoureuse, je ne parle pas des mariages arrangés et autres, mais dans le cadre d'une relation amoureuse, ce qui se passe chez tout le monde, c'est que vous amplifiez, vous multipliez par 100 les qualités de la personne que vous avez en face de vous, et ces défauts, quand vous les voyez, vous vous dites c'est rien. C'est au début de la relation. C'est au début de la relation. Ensuite, on commence à être confronté à la réalité. Et ensuite, il me semble que dans le couple, il y a, dans la majorité, à un moment donné, un rapport de force qui s'installe. Ça peut être un rapport de force très soft, c'est-à-dire on discute de ce qui ne va pas, on en parle, on ressort avec une situation qui nous convient à tous les deux. On peut aussi se réfugier dans le silence. La femme qui veut à tout prix tout faire pour plaire à son mari se réfugie dans le silence. Mais elle finira par craquer et par dire à d'autres ce qui ne va pas. Alors que le dialogue est tellement important. Pourquoi ce sujet en relation avec l'estime de soi? Lorsque je permets à quelqu'un de me maltraiter, à chaque fois que je suis maltraité, mon estime de moi, elle baisse. Et à la relation suivante, je serai encore plus en position d'infériorité. C'est vrai dans le rapport entre un homme et une femme ou dans le cadre d'un couple, c'est également vrai dans une relation professionnelle. Il y a un rapport, tout est relation dans l'estime de soi. Je m'estime ou pas par rapport à telle personne ou par rapport à telle autre, par rapport à mon activité, par rapport à celle d'un autre. Il n'y a que des comparaisons. Et dans les comparaisons, on peut inscrire le rapport de force. Pourquoi toujours le rapport de force? Surtout dans un contexte privé, surtout dans un couple. Pourquoi ne pas accepter, si mon conjoint me dit j'ai tel défaut, et que je constate que j'ai effectivement tel défaut, au lieu de casser la moitié de la vaisselle, que je l'accepte et qu'on en parle. C'est tellement plus simple. Donc ça, c'est aussi un indicateur en fait d'une faible estime de soi? Oui, si je réagis excessivement à quelque chose qui est vrai, je ne suis pas parfait. Est-ce que j'accepte? Je l'accepte ou pas? Est-ce qu'au fond de moi, pardon, je sais que c'est vrai ou pas? Je sais que c'est vrai que je cuisine pas bien. D'accord, pour rester soft. Je cuisine pas bien, je le sais.
ça me fait mal d'entendre dire ça. Je l'accepte et je considère que je suis perfectible. Je ne suis pas parfait. Mais j'ai fait l'effort de cuisiner. Je continuerai mes efforts, mais tout en acceptant une critique justifiée. Si elle est justifiée, elle est justifiée. Je n'ai pas à m'énerver pour ça. Je n'ai pas non plus à me dévaloriser pour ça, à sortir de cette discussion-là avec le moral à zéro. Le problème d'une personne qui a une faible estime d'elle-même, c'est que la critique est considérée comme dévalorisante. Absolument. Forcément. Ça continue à baisser son estime d'elle-même. Au lieu de la prendre comme une opportunité pour l'analyser, c'est vrai ou pas, parce que des fois on nous fait des critiques qui sont injustifiées, pour faire en sorte, si elle est vraie, de me poser des questions sur comment m'améliorer sur ce point-là. Parce qu'au bout du compte, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit que d'améliorer ma relation avec les autres. Et avec moi-même aussi. Pour être bien avec les autres. Et avec moi-même surtout. Et avec moi-même, vous faites bien de dire ça, parce que ce n'est qu'une histoire Si on m'a, pour des raisons pas souvent justifiées, donné une mauvaise image de moi-même, j'ai intégré ces images. J'ai le droit de les remettre en question. Tout à fait. Et là, on est dans une discussion avec moi-même. Alors, Malak Benis, les solutions, on arrive à la dernière partie de l'émission, il faut qu'on donne beaucoup de bonnes pistes positives aux téléspectateurs. Les solutions, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? On dit souvent il faut s'aimer. C'est totalement vrai, mais c'est très difficile à réaliser. Soyons vraiment réalistes. L'amour, pour les clients et pour beaucoup de gens d'ailleurs, est associé à l'amour fusionnel, à l'amour inconditionnel de la mère et à l'amour fusionnel dans une relation amoureuse. C'est extrêmement difficile d'expliquer à une personne qui ne s'aime pas qu'il faut s'aimer de manière fusionnelle et inconditionnelle. Donc ça lui donne l'impression d'avoir un objectif à atteindre qui est tellement énorme que ça la décourage d'emblée. Surtout pour une personne qui a, d'une manière ou d'une autre, pas vraiment ressenti l'amour parental. Donc, à la limite, elle ne sait pas vraiment ce que c'est exactement. Tout à fait. Moi, ce que je leur propose, c'est l'amitié. De l'amitié envers soi-même et développer un dialogue intérieur. L'amitié envers soi-même, c'est quoi? Prenons l'exemple d'une situation dans laquelle on a échoué. Ce qu'on va faire quand on a une faible estime de soi, c'est on va se flageller, on va se torturer avec une masse énorme de critiques, on va se condamner, je suis nulle, c'est catastrophique, je ne vais jamais m'en sortir. Alors que si notre ami, notre meilleur ami par exemple, a été dans cette situation, qu'est-ce qu'on va faire automatiquement? On va contextualiser l'échec, c'est-à-dire qu'on va le borner, ce n'est pas un échec global. On est tous capables de faire ça? Pour les autres? Très souvent pour les autres, on est capable. Parce qu'on a du recul. D'accord. Donc on va contextualiser l'échec. On va rappeler toutes les capacités de la personne. Donc on va développer sa résilience, sa capacité à rebondir face à l'échec. On va surtout lui rappeler que la vie, elle est beaucoup plus agréable qu'il n'y paraît tout de suite là maintenant. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une image globale de cette personne, alors qu'une personne qui a une faible estime d'elle-même, elle pense que sa personnalité se résume à ce défaut. À cet échec. Exactement. Moi, ce que je propose aux gens, c'est vraiment de développer un dialogue d'amitié. Et on arrive à le faire quand on a une faible estime de soi, c'est-à-dire quand on se positionne en tant qu'ami de soi, et quand on se dit, voilà comment j'aurais réagi pour une autre personne, est-ce qu'on arrive facilement à se l'approprier comme comportement? Pour avoir fait cet exercice avec différentes personnes que je n'ai pas suivies en thérapie, mais qui étaient là en stage, ça a un effet vraiment... alors pour eux, c'est une révélation. Ça peut paraître simple à d'autres, mais vraiment, des fois, c'est très, très efficace. Mais après, pour être honnête, il faut se faire suivre. Des fois, il faut admettre qu'on a besoin d'aide, et ce n'est pas une honte. Absolument pas. Il faut faire preuve de beaucoup de courage et de dignité pour demander de l'aide. Monsieur Jalmouni, justement, vos solutions pour les téléspectateurs? Je voudrais rebondir sur ce que Malak a dit, les échecs. Un échec, c'est quelque chose qui me déplaît. Et que je dois apprendre à accepter. Je redis la même chose parce que c'est tellement important. Oui. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons droit aux échecs. On parle même d'éducation par l'échec. Un enfant qui marche à quatre pattes, à un moment donné, il va vouloir se lever, il va tenir debout 2 secondes, il va commencer à courir, il va tomber, il va se faire mal. La fois suivante, il va faire attention. C'est à travers nos échecs que nous apprenons. Ne les dévalorisons pas. Ne les rejetons pas, ne les refusons pas. Ça, c'est un premier aspect de ma réponse. L'autre aspect de ma réponse, c'est que si je manque d'estime de moi-même, c'est par rapport à telle chose, par rapport à ma capacité de faire telle action. Est-ce que c'est handicapant justement à tous les niveaux de vie? C'est handicapant. En général, vous la retrouvez à tous les niveaux de vie, aussi bien à la maison qu'au travail.
Ce qui me dérange, je pense que je ne suis pas capable de décrocher le poste de directeur commercial. C'est une chose qui me fait mal. Mais je peux essayer de trouver des moyens d'y aller progressivement. Montrer... En fait, il faut s'exposer à l'échec sans se surexposer, dans le sens où je me choisis des petits challenges qui vont réussir petit à petit. Quand ça ne va pas marcher, je vais les recommencer jusqu'à ce que je gagne, de la même façon que j'ai perdu ou je n'ai jamais eu la confiance, l'estime et la confiance en moi. L'estime de moi-même peut se développer à travers mes réalisations. Maintenant, Mais je dois être capable de les voir, parce que si j'ai une faible estime de moi-même, c'est que je n'ai pas en fait cette capacité de me voir à ma juste valeur, que j'ai une valeur et que j'ai des réalisations. Vous avez tout à fait raison de dire ça, mais là encore, revenons à la comparaison, mais d'une façon objective cette fois-ci. Un tel et une telle, qu'ont-ils de plus que moi? Je me rends souvent compte qu'ils n'ont rien d'autre de plus que moi et que c'est moi-même qui me bloque. Je suis mon propre frein par rapport à mon évolution. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'objectifs que je ne puisse pas atteindre. Nous avons tous les mêmes capacités. La seule chose, c'est que nous ne les utilisons pas tous de la même façon. Si je me compare objectivement à d'autres dans certaines situations, je vais prendre conscience que je n'ai pas de raison d'avoir honte de moi-même, que je suis perfectible, je vais faire des efforts pour réussir par étapes, et au fur et à mesure que je vais gravir quelques échelons, mon estime de moi-même va grandir, et le poste de directeur commercial dont je rêve, je l'atteindrai. Alors tout ce que vous dites est très réconfortant, très rassurant, et d'une évidence, d'une clarté. Cela dit, on l'a dit, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas aussi évident, ce n'est pas aussi facile. Et si vous permettez, peut-être pour conclure, parce qu'on arrive vraiment aux dernières minutes de l'émission, revenir sur l'importance d'insuffler ça dès la petite enfance. C'est important parce que c'est là que vous construisez la personnalité. Vous le voyez, très rapidement, il y a eu une expérience qui a été faite il y a déjà 30 ou 40 ans sur des bébés dans une crèche. Ils ont été filmés à 6 mois. À 6 mois, vous avez déjà un leader et vous avez déjà celui qui s'écrase. C'est pas moi qui le dis. Oui. Donc oui, c'est très important ce qui se passe durant l'enfance. Mais ce que aller au-delà de ce qui est évident, que nous venons de dire et qui est probablement évident, c'est effectivement à un moment donné, quand on n'y arrive pas tout seul, le reconnaître. Ça fait partie de la reconnaissance de nos échecs et chercher quel est le soutien qui nous convient. Ça peut être parfois juste d'aller parler à notre mère ou à un cousin qu'on estime. Et ça peut être d'aller voir un professionnel. Une dernière chose qui peut nous aider, parce qu'on parlait de la comparaison qui n'était pas du tout avantageuse, si on reprend l'exemple des complexes, vous pouvez constater qu'il y a des personnes à physique égale, à taille égale et à poids égal, vont se permettre de se mettre en maillot sur la plage et d'autres absolument pas. Je pense qu'il faut apprendre des gens qui sont libres. Il faut se réjouir de la présence des gens au lieu de se comparer de manière abusive et contre soi. Alors justement, pour clôturer, rapidement, un dernier conseil pour les téléspectateurs. S'écouter, vraiment. Se donner de la légitimité et se dire qu'il faut des fois se rendre justice. Vraiment, admettre qu'on a eu mal, alors que la douleur est souvent associée à de la honte. En fait, voilà, c'est ce que je vous disais tout au début, il faut avoir la force d'admettre qu'on est faible, tout simplement. Et accepter son échec. Exactement. Et construire sur son échec. J'y arrive. Au plaisir de vous retrouver très très vite sur le plateau d'On se dit tout. Moi, je reste avec vous et on va parler de côlon irritable, le syndrome du côlon irritable. C'est notre interview santé avec le docteur Mounia Alaoui, gastro-entérologue. À tout de suite. Et on enchaîne donc tout de suite pour notre interview santé de la journée. Tout de suite, on va parler du côlon, du syndrome du côlon irritable avec docteur Mounia Alaoui, gastro-entérologue. Bonjour Lella. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Merci Lella. Alors, le syndrome du côlon irritable, on a l'impression que c'est vraiment un terme à la mode, qu'on entend très très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, c'est un phénomène de santé parce que c'est le premier motif de consultation en gastro-entérologie. Plus de la moitié des personnes viennent pour consulter pour ce problème. Et puis, c'est un phénomène dont on ne connaît pas la cause réellement. Il y a plusieurs facteurs qui s'intriquent, mais la cause évidente n'est pas connue. Du coup, on dit souvent que c'est psychologique. Oui, c'est psychologique. On dit que le cerveau, l'intestin est notre deuxième cerveau. Voilà, c'est ça. Je vais y venir tout à l'heure. Donc, il altère la qualité de vie, profondément la qualité de vie. Le malade, il est désespéré, il est déçu, il est anxieux tout le temps. On lui dit qu'il n'y a pas de cause, il vient vous voir. Pas de cause organique. Voilà, il n'y a pas de cause organique. On lui dit qu'il n'y a pas de cause, on ne connaît pas la cause, ça se passe dans la tête. Le malade est frustré, nous aussi, en tant que médecins spécialistes, on l'est aussi. Du coup, pour le traitement, il n'y a pas de traitement. Oui. Voilà, on va détailler les choses petit à petit. On va parler des symptômes. Quels sont les symptômes justement du syndrome du côlon irritable? Ce qui fait que c'est un phénomène, justement, les symptômes sont variés. Il y a beaucoup de symptômes. Le premier motif de consultation, c'est les douleurs abdominales. Oui. Le malade, il vient vous voir, il a une gêne abdominale, un inconfort digestif. Des crampes? Des crampes, carrément, d'accord. Situé en général dans cette zone-là? Dans la zone de l'abdomen, tout l'abdomen. Tout l'abdomen, Voilà, tout l'abdomen. C'est en général des femmes. Il touche beaucoup plus la femme que l'homme. La femme, elle est plus stressée, elle est plus nerveuse, elle est plus vulnérable, d'accord? Et donc, c'est une gêne permanente qui est calmée par l'émission des gaz, par l'émission des sels aussi, qui est aggravée par le stress. Et par contre, chez certaines personnes, ça ne se déclenche qu'en période de stress. Justement, le stress, on en entend considérer le stress comme une cause, mais c'est plutôt un facteur déclenchant. Voilà, un facteur aggravant des fois. Donc, en fait, c'est là, c'est latent, et ça attend d'être d'être déclenché. D'être déclenché par un facteur externe ou interne, ça dépend. Donc, mais qu'est-ce que c'est exactement? Quand on dit c'est juste un déclencheur et non pas une cause, quand on dit que le stress ne fait que déclencher le syndrome, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un deuxième cerveau, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, dans l'intestin, il y a ce qu'on appelle le système nerveux entérique. C'est un système nerveux, comme le cerveau, qui englobe plus de 200 millions de neurones qu'on a dans les intestins. Donc, du coup, ce système nerveux, il contrôle la motricité du côlon, d'accord? Et il contrôle aussi la libération des enzymes qui sont responsables de la digestion. Et aussi, il contrôle la sécrétion d'hormones, comme la dopamine, qui est l'hormone du bonheur, comme la sérotonine. C'est une hormone qui gère l'anxiété, qui gère le stress, qui gère aussi la phobie, le sommeil, elle contrôle le sommeil, contrôle le rythme cardiaque. Dans ce deuxième cerveau, qu'est-ce qui vient le perturber? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs, voilà. Donc, tout se passe dans l'alimentation, en fait. D'accord. Donc finalement, on s'approche un petit peu des vraies causes. Voilà, les vraies causes, c'est en fait, on a longtemps incriminé plusieurs facteurs, mais la vraie cause, c'est l'alimentation, justement. La solution, elle est vraiment dans l'assiette, comme on dit. D'accord. On a tendance à manger beaucoup de sucre. C'est surtout les sucres de chaîne courte, d'accord, qui sont responsables. Les sucres, c'est l'alimentation favorite des bactéries qu'on a dans l'intestin. Quand vous parlez de sucre, c'est vraiment le sucre raffiné. Voilà, c'est les sucres raffinés. Pas les sucres cachés? Non, c'est les sucres raffinés. Donc, c'est des sucres normalement qui sont difficiles à digérer, qui arrivent dans l'intestin. Les bactéries vont se nourrir de ces sucres et ils vont libérer des gaz. Tout ce qui est bonbons, chocolat, gâteaux. Et il y en a même dans certains aliments, dans certains fruits, certains légumes, comme les légumes à cœur, comme l'artichaut, l'ail, l'oignon. C'est des légumes qui peuvent être très sucrés. Très sucrés, voilà. C'est vrai? C'est une découverte. Voilà. Et donc cette flore bactérienne qu'on a naturellement dans l'intestin, elle est déséquilibrée, ce qui entraîne des ballonnements, des diarrhées, des constipations. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes soient sensibles à ce type d'alimentation, à ce type de sucre? Parce que si on se focalise sur les sucres dont vous venez de parler, c'est ail, oignon, artichaut, donc c'est des fruits, des légumes et tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont sensibles à ces sucres et donc ça va venir détruire leur flore intestinale et d'autres personnes non?
Il y a une hypersensibilité digestive du système nerveux entérique qui est la cause de tous ces problèmes. Et c'est vraiment au cas par cas. Il y a des personnes qui vont supporter ce problème, ce déséquilibre. Il y en a d'autres qui ne vont pas le supporter. Donc voilà, c'est pour ça. Donc en fait, on n'est pas tous égaux face à l'expression de ce syndrome du côlon irritable. Non. Certains vont avoir des petits malaises, d'autres vont avoir de vraies difficultés. Voilà, de vraies difficultés. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la douleur abdominale, il y a les ballonnements qui peuvent être très très durs à vivre. Les femmes en général, elles viennent vous dire, voilà, on pense que je suis enceinte. C'est tellement, le ventre est tellement ballonné qu'on a l'impression que la femme est enceinte. On n'arrive pas à mettre ses habits confortablement. Il y a aussi des troubles du transit qui sont associés aussi. Des fois, on a la diarrhée, des fois la constipation, des fois, on a l'alternance des deux, diarrhée et constipation. Donc, ce qui fait que c'est très, très dur à vivre. Alors, comment vous arrivez à poser le diagnostic? À quel moment, en tant que gastro-entérologue? Déjà, il faut savoir écouter le patient quand il vient. Il faut le croire. Ah. D'accord. On a longtemps, les médecins ont longtemps cru que c'était dans la tête. On dit voilà, il n'y a pas de cause connue, ça se passe dans la tête. Je vais vous donner un traitement, ça va soulager les maux. Un traitement symptomatique. En fait, il n'y a pas de traitement miracle pour ce syndrome d'intestin irritable. C'est comme un effet placebo. Voilà, c'est comme un effet placebo. Ça traite certains symptômes. Et puis bon, ça ne traite pas la cause parce que justement on ne connaît pas la cause réelle de ce problème. D'accord. Et donc le patient, il vient vous voir. En fait, c'est des profils particuliers. Les moins jeunes viendront vous dire, voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive. Les plus âgés vous diront, j'ai mal partout. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut croire le malade, il faut savoir l'écouter. L'interrogatoire, le premier contact, très, très important, d'accord? Donc, il faut l'écouter, il faut classifier ses symptômes. Il y a aussi certains critères, c'est les critères de Rome, d'accord, qui ont été établis à Rome. C'est-à-dire que ces symptômes sont survenus pendant au moins 6 mois, d'accord, 3 jours. À raison de 3 jours par mois ou plus, d'accord, et bien sûr qui sont soulagés par les sels, soulagés par les gaz, aggravés par le stress. Au quotidien? Ça peut être justement ces symptômes peuvent être quotidiens, survenir tous les mois et puis brusquement on n'a rien. Et puis après quelques mois, les symptômes se réveillent. C'est comme ça, c'est ça le syndrome de l'intestin irritable. Par contre, il faut se méfier de certains signes d'alarme. D'accord. Un sujet jeune qui vient vous dire, voilà, qui vient vous rapporter ces symptômes, on peut conclure un syndrome de l'intestin irritable. On n'est pas obligé de pousser les investigations, de faire d'autres examens complémentaires. On peut carrément lui prescrire un traitement et donc tout rentre dans l'ordre. Par contre, il y a certains signes d'alarme, comme les sujets âgés. Une personne âgée, plus de 50 ans, quand il y a de la fièvre, quand il y a une perte de poids. Vous pensez à un cancer? On pense à un cancer ou carrément une maladie inflammatoire de l'intestin infectieuse. D'accord. Alors, quand on dit finalement que de plus en plus, on va vers des causes avérées qui viennent de l'alimentation et c'est ce qui donnerait ce syndrome du côlon irritable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution est également dans l'assiette, ça passe par notre alimentation? Ça passe plutôt par notre comportement alimentaire. D'accord. Il faut bien mastiquer les aliments. Ok. D'accord. Il faut Quand prendre on dit le comportement, c'est ça, c'est que pas seulement les pas produits. Seulement les produits, d'accord, mais c'est plutôt le comportement. Comment on mange, voilà, c'est surtout ça. On est tellement pressé qu'on mange n'importe quoi et n'importe comment, c'est ça, c'est surtout ça. Donc il faut prendre le temps de manger. Il faut choyer son intestin, voilà. C'est mignon. Voilà, il faut le choyer parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est notre deuxième cerveau. Il a besoin d'être, quand ça va pas, quand le ventre ne va pas bien, automatiquement le corps suit et ça ne va pas. Donc, juste une question par rapport à ce traitement, cette prise en charge. Certaines personnes nous rapportent la chose suivante. Une fois qu'on leur diagnostique un syndrome de l'intestin irritable, on leur donne un régime alimentaire strict où elles ne peuvent pas manger beaucoup d'aliments. Est-ce que c'est une phase nécessaire, une phase d'attaque nécessaire ou c'est un petit peu désuet pour vous en tant que spécialiste? Oui, effectivement, il y a longtemps, on utilisait justement cette forme d'exclusion alimentaire. Donc, on demandait aux patients, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Pas de pommes de terre. Rien. Finalement, ils se retrouvent à rien manger. Mais on est des omnivores, donc on a besoin de tout, d'accord. Il faut juste
modérer. D'accord, modérer son alimentation. Parfois, on peut éliminer certains produits qui peuvent engendrer ces problèmes. Et donc, il faut du temps. Le syndrome de l'intestin irritable a besoin de temps, d'accord? Les symptômes ont besoin de temps pour disparaître. C'est-à-dire quand vous dites besoin de temps, quand la personne vient vous voir et que vous posez le diagnostic, ça c'est déjà un premier soulagement. Il faut expliquer à la personne qu'elle doit attendre plus ou moins combien de temps avant de ressentir un bien-être. Le patient doit être patient. D'accord. Donc, il a besoin d'un minimum de 8 semaines, d'accord, 2 mois, jusqu'à 2 mois pour que les résultats apparaissent, d'accord. On lui dit, il faut être calme, d'accord. Il faut d'abord gérer le stress, c'est le plus important. Et quand on est stressé, quand on est déprimé, soit on mange beaucoup, soit on mange peu, d'accord. C'est soit on est boulimique, on mange peu. Donc, il faut savoir gérer le stress. Et il faut aussi limiter la consommation des protéines, c'est important. On considère tout le temps que la viande c'est l'aliment principal et les légumes c'est les accompagnements, alors que c'est l'inverse qui devrait se passer. Mais certains légumes sont aussi responsables de ce syndrome du côlon irritable. Il faut exclure certains légumes de... Lesquels? Par exemple, bon régime alimentaire. Le chou, le brocoli, les légumineuses comme les lentilles, les fèves, les pois chiches et tout ça. On ne peut pas les éliminer parce qu'ils sont bénéfiques pour la santé. Oui. Ils contiennent des fibres alimentaires et qui sont très très importantes pour la flore intestinale. On ne peut pas les éliminer, mais on peut diminuer la quantité, voir les légumes qui sont bonnes et les autres qui sont mauvaises et essayer de les éliminer petit à petit. Donc voilà, ne pas éliminer définitivement, mais réduire. Voilà, réduire. Si on élimine définitivement, l'intestin il va se priver de certains aliments qui sont importants pour... Pour les fruits, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon? Les fruits, c'est les fruits comme les pommes, les poires, tous les fruits sont bons en fait. Mais il ne faut pas en abuser. Mais on dit que les pommes sont les pires ennemis des intestins, vrai ou faux? C'est pas des ennemis, mais c'est des amis double tranchant, d'accord? C'est pas vraiment des ennemis, on en a besoin. On a besoin, par exemple, la peau de la pomme, elle contient des fibres, des fibres solubles qui sont très très bénéfiques pour la santé, qui contiennent du sucre, qui contiennent également de l'eau. C'est très bon. Mais quand on a un problème de côlon irritable, on limite la consommation. C'est au cas par cas. D'accord. Certains patients vont supporter les pommes, d'autres non. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut procéder d'abord à une élimination, d'accord, pendant 4 à 8 semaines, 2 mois, et après on va réintroduire. Suite à l'interrogatoire avec le médecin. Voilà. Après on va réintroduire ces aliments et voir lequel il est néfaste. Voilà, c'est-à-dire qu'on élimine carrément, et après on introduit petit à petit. Et tout ça se avec le malade, ça se fait, et ça se fait avec le médecin. Progressivement avec le médecin. Il faut du temps pour ça. Il faut être patient. C'est chronique, c'est à vie? C'est chronique, c'est à vie justement. C'est ça, c'est ce qui fait que c'est un problème. C'est très lourd. C'est très lourd et c'est vraiment un vrai parcours de combattant, aussi bien pour le malade que pour le médecin. C'est frustrant, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que le malade, il est là, il ne sait pas ce qui se passe. Le médecin non plus, parce qu'il ne peut pas lui donner des réponses adéquates. Bon. Mais rassurez-nous, c'est-à-dire que le tandem patient-médecin fait qu'on peut gérer ce syndrome du côlon irritable en tant qu'on va dire maladie chronique. Voilà. On peut le faire, il faut juste poser le diagnostic, voilà, il faut avoir le bon accompagnement. Et y aller doucement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, docteur Mounia Alaoui. Vous êtes gastro-entérologue à Marrakech. C'était le point avec vous sur le syndrome du côlon irritable, un sujet que vous pouvez bien sûr retrouver sur medientv.com, ainsi que le sujet traité juste avant, le dossier du jour qui était consacré à l'estime de soi. Merci beaucoup, à très vite et un grand merci bien sûr à tous ceux qui font que cette émission est produite et réalisée, l'équipe technique, la logistique, et merci à vous pour votre confiance. À très bientôt.